Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Santé 10. Ce soir, nous pointons du doigt l'infarctus. Pour vous en parler, des professionnels de santé. Tout de suite, place aux invités. Pour parler du sujet de ce soir, l'infarctus, nous avons avec nous Madame Nadia Saminadin, qui est infirmière au CHBT. Bonsoir Nadia. Bonsoir. Merci d'être là, merci d'avoir accepté notre invitation. Juste à côté de vous, une collègue du CHBT aussi. On a avec nous Anne Demarque, qui est kinésithérapeute. Tout à fait. Au CHBT. Bonsoir. Bonsoir. Docteur Julie Issap, cardiologue, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir fait le déplacement pour que nous puissions éclairer nos téléspectateurs sur le sujet de l'infarctus. À côté de vous, le seul homme du plateau. Il a déjà été complimenté ce soir, avant de commencer, n'est-ce pas? Eh bien, c'est Monsieur Boucher Pascal, diététicien au service de réadaptation cardiovasculaire au CHBT. Bonsoir. Vous vous êtes donné rendez-vous tous en rouge au CHBT? Oui, c'est ce que nous voyons. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Eh bien, tout de suite, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec Dr Issap, cardiologue. Qu'est-ce qu'un infarctus? Un infarctus. Voilà, donc ce soir, on va parler de l'infarctus du myocarde. Donc c'est ce qu'on appelle aussi, c'est la même chose que la crise cardiaque. Dans le langage commun, on va entendre parler de crise cardiaque, ce qui est différent de l'arrêt cardiaque où c'est le cœur qui s'arrête de battre. Là, la crise cardiaque ou l'infarctus du myocarde, c'est le sang oxygéné qui a du mal à arriver jusqu'au muscle du cœur. Donc le cœur, c'est un muscle qui a besoin pour fonctionner d'oxygène, et pour ça, il y a des artères qui lui apportent l'oxygène. Et donc, quand on fait une crise cardiaque, un infarctus, le cœur ne reçoit pas suffisamment de sang et donc est en souffrance et provoque des symptômes. Quelles sont les causes? Alors, peut-être que c'est plus judicieux de demander quels sont les facteurs de risque, peut-être. Alors, le fait de boucher l'artère, donc c'est initialement en lien avec ce qu'on appelle des plaques d'athérome ou de cholestérol, on va dire. Donc toutes les causes, tout ce qui favorise la survenue d'un infarctus, c'est toutes les pathologies qui sont ce qu'on appelle des facteurs de risque cardiovasculaires. Et donc c'est les pathologies qui vont entraîner à ce qu'on développe ces plaques d'athérome, et donc ça va être bien sûr avoir beaucoup de cholestérol, donc tout ce qui est les dyslipidémies, le diabétique, le fait de fumer, être obèse également, la sédentarité également est un facteur de risque cardiovasculaire, l'hypertension artérielle qui est commun aux Antilles est un facteur de risque cardiovasculaire, et puis il y a aussi d'autres facteurs un peu moins connus comme tout ce qui est maladie, le stress, les maladies inflammatoires aussi chroniques peuvent favoriser également ce développement de plaques d'athérome. Et donc l'artère se bouge progressivement, mais le moment même de l'infarctus, c'est quand la plaque, elle peut se rompre, se casser, et donc il y a un caillot qui vient boucher l'artère pour réparer cette cassure, et c'est à ce moment-là que l'artère se bouge complètement et qu'on fait l'infarctus du myocarde. Comment diagnostique-t-on l'infarctus du myocarde? Alors, le diagnostic de l'infarctus, s'il faut retenir une chose aujourd'hui, c'est que le diagnostic doit être une urgence. Plus l'artère reste bouchée, plus le muscle est en souffrance. Et si le muscle est en souffrance trop longtemps, les cellules, elles meurent. Et si on arrive jusqu'à la mort cellulaire, il est trop tard. Les cellules qui sont mortes pendant qu'elles ne recevaient pas suffisamment de sang, elles ne vont pas récupérer. Donc le but, c'est d'aller déboucher rapidement l'artère avant qu'il y ait une mort cellulaire. Donc d'abord, il faut donc faire un diagnostic. Donc quand on a les symptômes, il faut avoir recours au médecin directement. Donc le plus facile pour avoir recours à un médecin, c'est on appelle le 15. L'urgence, c'est le 15. On appelle le 15, on décrit ses symptômes et le médecin régulateur envoie donc
s'ils suspectent que vous faites un infarctus, envoient un médecin à votre domicile qui, là, va directement à votre domicile faire un tracé électrique qu'on appelle un ECG et qui va montrer que vous êtes en train de faire un infarctus. Et à ce moment-là, vous allez aller directement à l'hôpital et directement en salle qu'on appelle de coronarographie. Donc, c'est un bloc opératoire où on va aller regarder quelle artère est bouchée et aller directement déboucher l'artère. Donc, l'urgence, c'est qu'on fasse un diagnostic pour avoir un traitement. Une fois qu'on a eu cette étape, eh bien après, on va au CHBT et on s'occupe de nous. Est-ce que c'est bien ça? C'est un petit peu la suite, hein, puisque... Voilà, c'est le raccourci rapide. C'est le raccourci en tout cas, rapide, on a eu l'opération. L'opération s'est bien passée. Il y a un suivi et la prise en charge se fait du côté du CHBT. Pourquoi? Parce qu'au CHBT, alors je me suis un petit peu documentée, si je me trompe, vous me rattrapez, eh bien j'ai noté que c'était le seul endroit, en tout cas dans la Caraïbe, où il y avait une unité, c'est bien comme ça qu'on dit, une unité de rééducation cardiovasculaire pour la Caraïbe. C'est-à-dire que Martinique, Guyane, en tout cas toute la Caraïbe, quand on a besoin de ce service, il faut venir chez vous au CHBT. Qui c'est qui dans l'équipe, là vous êtes 3, qui nous présente un petit peu ce service? La patronne. Alors, la rééducation, on dit, c'est vrai, URCV, Unité de rééducation cardiovasculaire, est présente au CHBT depuis une vingtaine d'années. Ça a été créé le 22 octobre 2002, si je ne m'abuse, sous l'action de Dr Atala, qui a vu effectivement le besoin de pouvoir ouvrir cette unité, puisque c'est un besoin qui est très très fort. Et ce service reçoit les patients en deuxième étape. C'est pour ça que nous, on est considérés comme la phase 2. La phase 1 étant l'hospitalisation l'hospitalisation aiguë. Et nous sommes la phase 2. On permet aux patients de pouvoir récupérer son état d'avant, on va dire ça comme ça, en raccourci. Justement, la transition est toute faite puisque nous sommes avec Nadia qui est infirmière dans ce service. C'est quoi le rôle de l'infirmière dans ce service précis? Alors justement, quand le patient arrive chez nous suite à une prescription des cardiologues ou de son médecin généraliste, on le reçoit. Je suis celle qui l'accueille effectivement. À partir de ce moment, on n'a pas seulement le patient, on a aussi la famille. Tout à fait, mais le patient, il arrive seul. Justement, c'est ça la priorité, c'est qu'il soit pris en charge et qu'il accepte sa pathologie, son état, et qu'il devienne acteur de sa maladie. Et donc, il arrive, on a un entretien, j'essaie de savoir qui il est, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il attend du service. Je lui explique les intérêts, les bénéfices de la réadaptation. Suite à cela, il a une épreuve d'effort avec le cardiologue qui va déterminer son programme de rééducation. Le programme de rééducation se fait sur une vingtaine de jours. Et pendant ces 20 jours, il a l'occasion de rencontrer toute une équipe pluridisciplinaire, dont les kinés, qui sont au nombre de 3, le diététicien, qui va voir avec lui quels sont les facteurs à corriger aussi, la psychologue, qui lui permettra de comprendre ce qui s'est passé, de pouvoir mettre des mots sur le mal qu'il a eu, l'assistante sociale, puisque des fois nous avons des patients qui arrivent avec un besoin. Et donc voilà, toute cette équipe pluridisciplinaire, on est autour de ce patient. Très bien, et on va demander à notre kinésithérapeute le rôle du kinésithérapeute dans la réadaptation cardiovasculaire. Alors le rôle il est multiple. Évidemment, au départ on parle d'activité physique. Donc le kiné, on encadre les activités physiques, on dirige, on fait avec les patients, on les corrige et tout en sécurité.
On fait des activités de gymnastique pour entraîner les muscles. Et puis, on fait aussi des entraînements sur appareil d'ergométrie. Il y a du vélo, tapis roulant, rameur, vélo à bras, stepper. Et donc, on s'occupe des patients-là en vérifiant les constantes et surtout en vérifiant qu'ils soient bien dans leur zone d'entraînement. C'est-à-dire qu'on puisse les rééduquer, leur faire de l'activité physique sans danger, mais que ce soit quand même efficace. Donc, on essaye vraiment de respecter la zone d'entraînement qui a été prescrite au préalable par le médecin, par le cardiologue, lors de l'épreuve d'effort. Donc, on appelle ça la fréquence cardiaque d'entraînement. Et puis aussi, on tient compte évidemment des signes d'essoufflement et du ressenti du patient. Donc, c'est vraiment une globalité. Et donc, le but du jeu, en fait, le but de la réadaptation cardiaque, de l'activité physique, c'est d'augmenter les capacités physiques du patient. Que pour le même travail du cœur, il arrive, lui, à faire beaucoup plus de choses et qu'il puisse tenir beaucoup plus longtemps en endurance. Voilà, donc il y a cette activité, cet aspect-là du kiné, puis on s'occupe aussi de gérer le stress par des séances de relaxation. On vient de mettre en place aussi des séances de yoga, des initiations au yoga et de la respiration abdominale. Donc on fait ça aussi. On fait évidemment un bilan d'entrée, un bilan de sortie. Voilà. Nous sommes tous ensemble. S'il y a quelque chose à rajouter, n'hésitez surtout pas, Dr Issap, Pascal, n'hésitez vraiment surtout pas. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de chiffres? Vous avez un peu les chiffres concernant la Guadeloupe? À quel niveau des infarcts? Les infarctus. Non? C'est pas ça. Alors les chiffres exacts, je les ai pas, j'ai pas les chiffres exacts au niveau de l'infarctus. Après, c'est une pathologie. On est une population avec des facteurs de risque cardiovasculaire importants, hein, donc qui développent à la fois des infarctus et des AVC également, donc sur le plan cérébral. Donc on reste une population touchée. Auparavant, on avait l'habitude de dire que l'infarctus était l'affaire plutôt de l'homme vieux, l'homme âgé ou le patient de 60 ans tabagique, obèse, mais ça touche également les femmes, hein, sont victimes d'infarctus du myocarde. Donc tout en chacun, on peut être amené à développer un infarctus avec plus ou moins de risques si on a plus de facteurs de risque. Il y a une différence entre l'infarctus du myocarde chez l'homme et chez la femme? Alors oui, il y a une différence. Alors il y a une différence en termes de mortalité parce qu'on sait malheureusement, et c'est pas qu'une particularité aux Antilles-Guyane, hein, c'est que l'infarctus chez la femme tue un petit peu plus que chez l'homme. Alors il y a plusieurs éléments, mais notamment un des éléments, c'est le retard de diagnostic, retard de prise en charge. Également parce que la femme peut avoir des symptômes qui vont être différents de celui de l'homme. La douleur de l'infarctus typique, c'est la douleur thoracique, médiothoracique, oppressive, qui va irradier dans la mâchoire et dans le bras gauche. Donc ça, c'est la douleur classique, pour lequel, pour le médecin, vous appelez le 15, vous décrivez la douleur, c'est facile, hein, il n'y aura pas de doute, vous faites un infarctus. Sauf que la femme, elle peut ressentir d'autres symptômes qu'elle va pouvoir mettre sur le compte de l'angoisse ou du stress et donc ne pas avoir recours à une prise en charge. Et donc le délai de prise en charge va entraîner justement une surmortalité après chez les femmes. Madame Demarque, je sais que c'est un sujet important pour vous. C'est-à-dire que pour l'équipe, c'est vrai que c'est un sujet qui nous touche et qui nous tient à cœur. C'est le cas de le dire parce qu'on reçoit de plus en plus de femmes et de plus en plus jeunes qui viennent parce que le diagnostic a été fait tardivement. Parce que la femme, déjà la femme elle-même ne se rend pas compte que c'est un infarct parce qu'elle met ça sur le compte, comme le docteur Issap a dit, du surmenage, de la fatigue. Mais quand on a des facteurs de risque comme le diabète, comme le tabac, comme l'obésité abdominale, et plus en plus la pilule, si jamais elles prennent la pilule, c'est vrai qu'en ayant des douleurs à l'estomac, des douleurs cervicales, des douleurs dorsales, il faut se poser la question de savoir si c'est pas ça. Associé à des vomissements. Oui, aussi.
Pascal, vous êtes diététicien dans ce service au CHBT. On va un petit peu rappeler à tout un chacun en quoi consiste le travail d'un diététicien. Le diététicien, en fait, c'est un professionnel de santé qui prodigue des conseils nutritionnels, qui éduque ou rééduque en fait des patients qui souffrent en fait de maladies métaboliques. D'accord. Et pourquoi une personne après un infarctus, pourquoi la personne a-t-elle besoin d'un suivi du diététicien? Alors vous savez, je vais peut-être vous surprendre, mais mon premier rôle de diététicien dans ce service, c'est surtout de rassurer les patients. Parce qu'en fait, quand ils arrivent dans mon bureau, les 3/4 sont à moitié déprimés. Et j'ai été longtemps affublé d'un surnom qui était Monsieur sans sel, sans sucre et sans graisse. Alors je trouve ça un peu embêtant parce que je pense que c'est une vision de la diététique qui est un peu particulière et en fait c'est pas du tout le rôle que j'essaye en fait de prodiguer, des restrictions nutritionnelles, mais bien au contraire, c'est d'abord de rassurer le patient. Ils sont chez nous pour 20 séances, donc on va dire quasiment un mois, ce qui nous permet en fait de tisser un vrai lien d'amitié, professionnel, qui permettent ensuite par la suite que le patient prenne, comme elle a dit Nadia tout à l'heure, en charge lui-même sa maladie, et moi je suis qu'un acteur qui lui permette en fait de donner des conseils, mais pour que lui-même fasse ses modifications tout seul. Je ne sais pas moi qui décide de mettre quelqu'un sans sel, sans sucre, sans graisse, pas du tout, c'est le patient dans son évolution, dans son projet nutritionnel, qui va se fixer des objectifs rationnels, je vais dire, qui sont atteignables et qui, grâce à l'ensemble des collègues que nous avons, va essayer en fait d'atteindre cet objectif. Alors, ma question d'après, j'ai l'impression qu'il ne faut même pas la poser, parce que j'allais vous demander comment les patients accueillent ce changement au niveau de l'alimentation, mais avec ce que vous venez de nous dire juste avant. En fait, je crois que les patients, en nous voyant nous-mêmes faire la même chose qu'eux, parce qu'on a l'occasion de manger au self avec les gens qui sont en ambulatoire, et ils se rendent compte que nous aussi on mange la même chose. C'est très important. Et ils nous disent mais qu'est-ce qu'on a mangé là, c'est pas bon. Non mais attendez, on peut pas vous enseigner des choses que nous-mêmes on n'applique pas. Donc ils se rendent compte que peut-être qu'il y a quelque chose à rectifier. Et en fait, ce que je veux souligner, c'est que la cohésion même de l'équipe les guide. C'est-à-dire que tout un chacun, on a exactement le même discours. Et notamment au niveau de l'éducation qu'on leur fait l'après-midi, puisque le matin, c'est des activités. Le midi, on mange ensemble. Mais l'après-midi, on a une partie éducative qui leur permet de se rendre compte de ce qui est bien ou pas pour eux, et qu'ils aient des bonnes bases. Je pense que le temps de la réadaptation cardiovasculaire, donc on ne l'impose pas aux patients, hein, c'est un conseil, en tout cas moi en tant que cardiologue au cabinet, je le conseille à tous les patients. En tout cas, d'accord, je suis quand même une... Donc ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Non, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, c'est pas systématique, c'est vivement conseillé, on va dire. C'est-à-dire que la phase aiguë dont on a parlé d'hospitalisation pour un infarctus du myocarde est de plus en plus courte. On est de plus en plus... je ne vais pas dire doué, mais en fait, les techniques actuelles permettent, on fait un infarctus aujourd'hui, on a mal, on va en salle de coro, on est hospitalisé dans le service du CHU en cardiologie, et en 3-4 jours, entre 3 et 5 jours, on va dire, on sort d'hospitalisation. Donc on n'a pas eu le temps de réaliser qu'on a fait quelque chose de grave, qu'on aurait pu mourir, qu'on a fait quelque chose de grave, et qu'il y a des choses dans notre vie qui doivent changer. Et donc selon les patients, alors il y a une partie des patients qui, eux, du coup, ne vont pas réaliser, donc ne vont pas faire de changements spontanés dans le mode de vie, et donc qui vont aussi arrêter les médicaments, ce qui est essentiel. Il faut continuer le traitement, l'observance est essentielle. Et puis il y a l'autre partie qui va se dire cardiaque et qui va arrêter de vivre, ou dont la famille va enfermer dans une bulle. On va dire, papy, tu vas plus au jardin, voilà, on va les enfermer dans une bulle et on va les interdire de faire toutes sortes de choses. Et donc, je pense que la réadaptation cardiaque est essentielle pour ça, pour rassurer le patient et sa famille. Et donc, pour ceux qu'on a enfermés dans la bulle, ça permet de dire, mais non, mais là-bas, je fais ci, je fais ça. Enfin, les gens, ils se découvrent des capacités
l'activité physique. Et pour l'autre qui n'a pas réalisé qu'il a fait un infarctus, c'est le moment de réaliser aussi qu'il s'est passé quelque chose et qu'il y a des choses à changer. Donc je pense que c'est un temps essentiel. Puis si je peux rajouter, c'est qu'en fait la personne, elle vit dans son corps le changement. C'est pas juste parce qu'on fait de l'éducation thérapeutique, on donne des cours l'après-midi, mais la personne, tous les jours, elle fait de l'activité physique, tous les jours, elle apprend à manger mieux, il y a des rendez-vous avec la psychologue. Donc, je veux dire, c'est vraiment quelque chose que les patients vivent, ils voient leur évolution et ils le vivent dans leur corps, ce changement. Donc, forcément, après, c'est beaucoup plus facile quand on fait l'expérience soi-même que juste d'avoir eu de l'information. C'est plus que de l'information. Et puis, ils font l'expérience qu'ils ne sont pas seuls. Ils sont dans un groupe. Actuellement, on en est à 20 patients. Ils sont dans un groupe et ils se rendent compte que il n'y a pas qu'à moi que ça arrive. Ça arrive aussi aux voisins, ça arrive aussi à la voisine. Et ah bon, tu as fait comme ça. Ah bon, ben on et peut puis il y a une motivation aussi. Tout à fait. Ils se motivent l'un et l'autre. On va marquer une toute petite pause, une courte pause, et puis on va se retrouver juste après. Alors, sachez qu'en deuxième partie d'émission, on a énormément de questions de téléspectateurs. On va essayer d'y répondre au maximum. Parfois, on n'a pas forcément le temps de poser toutes les questions, mais ce qu'on vous propose, c'est de suivre aussi sur le Facebook Santé 10 ou le Facebook de Canal 10, puisque parfois, quand on n'a pas le temps de vous répondre, eh bien, on peut éventuellement poster une petite réponse à vos questions. Voilà, on marque la pause et puis on se retrouve juste après.